Bonjour à tous, bienvenue pour cette session matinale avec Sébastien Paulet. C'est matinal pour nous parce que Sébastien, lui, est à l'autre bout du monde. Pour lui, il est tard dans la journée. Donc Sébastien, bonjour à toi. Bonjour Gilles. Donc tu vas nous présenter des retours d'Ignite et de Build, c'est ça? Exactement. Ok, ok. Et ben je te laisse la place et merci et puis bonne session. Ok, merci beaucoup Gilles. Donc, on est, pour les gens qui débarquent, on est dans un événement de 36 heures qui s'appelle le Microsoft 365 Virtual Marathon. Et on est sur le dernier créneau horaire. Là, après moi, ça y est, c'est fini. Ça fera 36 heures que partout sur le globe, il y a des gens, il y a des speakers qui speak et qui présentent tout ce qu'ils ont à présenter, qui partagent leurs connaissances, que ce soit en français ou ailleurs. Tout ça est possible grâce à plein de gentils sponsors que vous voyez là, dont environ 10% des sommes, du moins, c'est quoi, 10% de ce qu'ils auront donné partira à des œuvres humanitaires, notamment pour la gestion de la crise sanitaire actuelle. Avant de rentrer dans le détail des choses, je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, et je pense qu'elles sont nombreuses. Ça fait bientôt 15 ans que je travaille dans le milieu de la gestion documentaire en particulier. Je n'ai pas fait que du Microsoft, j'ai fait vraiment un peu toutes les technos, Alfresco, Documentum, Livelink, etc. Et je m'occupe vraiment de ce secteur particulier qui est la gestion de la connaissance et la gestion des contenus en entreprise. Ok. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est des retours d'Ignite. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc en gros, on va faire une grosse session là en 1 heure. Ça va être assez dense. Donc pour ceux qui faites-vous couler un café. Si vous êtes en France et que c'est le démarrage pour vous, ça va être assez dense. On va voir ensemble vraiment toutes les nouveautés qui ont été annoncées, que ce soit, alors à vrai dire, en novembre et aussi lors de la dernière grosse session qui était la build au début du mois. Et je vais vous présenter toutes les évolutions qui sont en rapport avec ce secteur-là. Si vous voulez les captures d'écran détaillées et des analyses encore plus détaillées, à vrai dire, je vous invite à scanner le QR code que je vous affiche depuis tout à l'heure, qui n'est autre que mon blog sur lequel j'ai fait des articles beaucoup plus détaillés que ce que je vais vous présenter là. Okay. Alors, quand ça voudra passer, donc juste pour poser un peu de contexte, Microsoft fait 2 grandes réunions annuelles. Et c'est en novembre dernier, la première, qui s'appelle le Microsoft Ignite qui était 2019. C'est plus d'un millier de sessions, c'est des centaines de speakers. C'est vraiment énorme. Toutes les vidéos de ces sessions-là, vous pouvez les retrouver. Je vous ai mis le lien dans la slide. C'est quelque chose à connaître et c'est dans cet événement-là, ce qu'on appelle le Ignite, que vous allez avoir un maximum de nouveautés en ce qui concerne vraiment les produits et les fonctionnalités en particulier Office 365. Okay. Et vous avez eu le mois dernier, que dis-je, même pas, c'était pas le mois dernier, c'était il y a 2 semaines, excusez-moi. Il y a 2 semaines, une grosse semaine, vous avez eu un truc qui s'appelle le Build 2020, qui est plus technique, qui s'adresse plus aux développeurs, mais vous avez toujours quelques actus, quelques annonces intéressantes aussi en ce qui concerne la partie Office 365. Et donc, par rapport à la session d'aujourd'hui, ce que je veux vous présenter, parce que vous faire toutes les annonces, ce n'est pas possible, je vais me cantonner à un milieu très particulier qui est le milieu de... Avant, on appelait ça l'ECM, et désormais, si vous suivez Gartner, ça s'appelle le Content Management. Et si vous connaissez les principes de Gartner, c'est que le but du jeu chez Gartner, c'est d'être le plus en haut à droite des diagrammes. Et là, je vous présente les 4 derniers diagrammes, 2016 à 2019. Et vous voyez que Microsoft est en train de gentiment se positionner à la meilleure place, à savoir en haut à droite. Et par rapport notamment aux annonces qui ont été faites là, ce coup-ci en 2019, on a eu de très très belles annonces. Donc là, vraiment, c'est un bon focus à avoir, ça va permettre de couvrir pas mal de choses. On va commencer par parler ensemble, si on parle de Content
Content Management, on va parler de collaboration et en particulier du document. Et alors juste pour vous expliquer la session d'aujourd'hui, je vais passer au travers d'un certain nombre de thèmes, et puis à la fin, je ferai un gros focus sur quelque chose dont vous avez forcément entendu parler, qui s'appelle Cortex. Voilà, le but du jeu là pour la session, c'est de vous donner des éléments un peu plus techniques que ce que vous pourriez voir, hein, notamment dans les. Là, il y a 2 heures, il y avait une très belle présentation de Jeff Tipper, et qui est plutôt orienté marketing, qui est plutôt là pour vous envoyer pour vous montrer le côté un peu, vous envoie du rêve, quoi, à juste titre. Là, j'essaie de vous donner des éléments un peu plus techniques et vous expliquer comment ça fonctionne en dessous, et puis vraiment donner des retours pour les gens qui sont au quotidien face à la plateforme. Donc, sur la partie collaboration documentaire, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, prévu au mois de juin, déjà, première chose, la taille des fichiers. Aujourd'hui, vos fichiers, c'est maximum 15 gigas. À partir de juin, c'est annoncé pour passer à 100 gigas. Très bonne chose. Deuxième point, vous avez le nombre de collections de sites. Aujourd'hui, la limite pour les collections de sites sur les tenants, c'était à 500 000. Ça va passer à 2 millions. C'est lié à quoi? C'est lié notamment au fait, par exemple, quand on utilise Teams, Teams, déjà, ça a tendance à multiplier la création de collections de sites SharePoint, parce que derrière tout Teams, il y a un groupe Office 365, et derrière tout groupe Office 365, il y a un SharePoint, et donc ça a tendance à faire gonfler un peu le nombre de collections. Donc ils ont remonté cette limite-là, on va pouvoir, là c'est en cours de déploiement, on devrait pouvoir jouer jusqu'à 2 millions, il faut les remplir, mais j'en connais qui en sont capables, 2 millions de collections de sites sur un tenant. Ce qui a été annoncé en novembre et qui est déjà disponible, c'est le magasin de termes, ce qu'on appelle le Term Store, ce qui nous sert à gérer les manage metadata, métadonnées gérées. Vous savez, ces métadonnées où on commence à taper des trucs, quelques lettres, et puis ça nous fait des propositions dans les documents SharePoint. Là, jusqu'à présent, je crois qu'on était à 25 000 termes maximum sur un Term Store, et on va passer à 1 million. Pourquoi cette évolution? À vrai dire, quand je vous parlerai du projet Cortex, vous comprendrez pourquoi on a repoussé cette limite-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Une information, une évolution aussi très sympa qui est déjà déployée désormais. Donc vous avez peut-être eu l'information. Je vous donne aussi ce qui a été déployé depuis, parce que parfois on passe à côté. C'est qu'on peut désormais utiliser Power Apps pour personnaliser le formulaire de saisie des métadonnées d'un document. On pouvait le faire sans problème déjà depuis un certain temps sur les listes, mais on ne pouvait pas le faire sur les documents, et c'était extrêmement pénible. Or, quand on fait de la gestion documentaire, le simple formulaire SharePoint pour personnaliser les métadonnées d'un document, ça ne va pas. Et quand on a une expérience moderne, du coup, on n'avait rien du tout pour le faire, à part utiliser sinon des moteurs de BPM, workflow tiers, type Cademy Text. Là, vous avez Power Apps qui vous permet désormais de le faire. Donc, vous avez besoin de saisir des métadonnées d'un document, vous avez besoin de faire quelque chose d'un peu sexy, d'un peu structuré. Vous pouvez utiliser Power Apps désormais pour le faire. Qu'est-ce qui est arrivé aussi, à vrai dire, qui est déjà lancé? Vous verrez que si vous êtes sur OneDrive, dès que vous survolez sans cliquer un document, vous allez avoir une carte Overcard qui apparaît. Alors qui, pour l'instant, là, vous voyez la capture d'écran telle qu'elle a été annoncée au mois de novembre. C'est pas encore aussi riche que ça aujourd'hui, mais ça existe. Mais par contre, vous voyez que ça vous parlait d'avoir This item is popular, et de vous montrer aussi, par exemple, pour tout document, ce qu'ils avaient annoncé, c'est qu'on serait capable de comprendre ce document a été partagé dans ce filiameur, ce document a été partagé dans tel mail, etc. De pouvoir voir où est référencé le contenu, qui est une information aujourd'hui qu'on n'a pas forcément. Et donc ça, si vous voulez le suivre, on va dire c'est théoriquement lancé, et ça va encore évoluer pour aboutir à ce qu'ils nous ont montré en novembre dernier. Qu'est-ce qu'on va voir de plus? La synchro différentielle sur les fichiers OneDrive. Alors, je vous parle du client de synchronisation OneDrive, parce que ça va aussi concerner SharePoint, mais jusqu'à présent, à vrai dire, si vous modifiez un fichier Word ou Excel ou PowerPoint, ça n'envoyait vers les serveurs Microsoft que le delta, c'est-à-dire que les modifications et pas l'ensemble du fichier. Ça marchait bien pour les fichiers Office, mais ça ne fonctionnait pas du tout comme ça pour les autres formats de fichiers, tout ce qui était format autre qu'Office, parce que ça ne marchait pas comme ça. Donc à chaque fois qu'on faisait une modification, ça renvoyait l'ensemble du document. Donc avec des lenteurs côté expérience utilisateur, et puis avec de l'engorgement côté réseau pour la partie administration.
Ça, depuis, ça a été déployé, et donc désormais, si je prends par exemple une image BNP, un bitmap, et que je modifie quelques bits à l'intérieur ou quelques pixels, ça renverra que les quelques pixels à mettre à jour et pas l'ensemble de l'image à renvoyer. Demander un fichier sur OneDrive. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui est très bien et qui est déjà déployée. Mais il n'y a pas eu beaucoup de battage autour, alors qu'elle va être très utile. Imaginez le cas d'utilisation suivant. Je suis en train de travailler avec plusieurs personnes, internes ou externes, hein, c'est pas ça la question, et j'ai besoin qu'ils me fournissent des documents, mais j'ai pas envie que chacun voit les documents des autres. D'accord ? Donc, si j'avais dû faire ça avec du OneDrive, par exemple, j'aurais dû créer un dossier par destinataire et mettre des permissions pour chacun des destinataires pour qu'ils ne voient pas les documents des autres. C'est lourd et quand vous avez beaucoup de monde, c'est juste ingérable. Là, ce qu'on a désormais, c'est que si vous sélectionnez un dossier, vous verrez que vous avez un nouveau bouton. Si on ne vous a pas dit, vous ne l'aurez pas remarqué, qui consiste à demander des fichiers. Vous cliquez dessus, vous avez le petit formulaire qui s'affiche, nom de la demande, vous mettez le texte, vous mettez les adresses des personnes, ça enverra un mail aux personnes. Elles cliquent dessus, ça leur affiche une page, d'accord ? Et dans cette page, elles vont pouvoir, sans voir ce qu'il y a dans le dossier, aller uploader des documents à l'intérieur du dossier. Okay. Donc ça, c'est une très bonne manière d'aller collecter, par exemple, si je suis à la compta ou au pilotage de l'activité de l'entreprise, je veux collecter les reports de chacune des entités, je vais pouvoir le faire comme ça, c'est beaucoup plus sécurisé. Autre grosse information, et ça, ils en ont parlé, à vrai dire, ça fait plus d'1 an qu'ils nous en parlent, Microsoft, ça va être annoncé à la build de mai 2019. Ils nous en ont beaucoup reparlé à la build en novembre 2019, et là, ils nous en ont bien reparlé, parce que c'est plutôt pour les développeurs. Comment ils nous en ont reparlé là, courant mai. Ils ont sorti quelque chose qui s'appelle le Build Framework, le Fluid Framework, lapsus révélateur. Ce framework-là, l'idée est la suivante, vous allez pouvoir avoir, non pas, aujourd'hui on peut faire de la coédition dans les documents, et bien là l'idée c'est de pouvoir faire de la coédition, comme vous le faites aujourd'hui à l'intérieur de vos fichiers Word, Excel, PowerPoint et que sais-je, mais de le faire dans des composants. Et ces composants, vous allez pouvoir les partager au travers de plusieurs applications. C'est-à-dire que si je crée un composant tableau avec le Fluid Framework, et que ce composant, je le mets à l'intérieur de mon fichier Word, et le même composant, je le mets par exemple dans une page SharePoint, dans un Teams ou dans un mail Outlook, si je mets à jour ce composant dans le fichier Word, ça ira mettre à jour les informations quand j'ouvre le mail, ça ira mettre à jour les informations du côté de Teams. D'accord ? Donc ça vous permet comme ça de faire de la coédition. Premier point, gros gain, coédition, ça permet de faire de la coédition sur des choses complètement déstructurées. On est à un niveau beaucoup plus fin que le simple document qu'on pouvait avoir jusqu'à présent. Coédition temps réel avec des temps de réponse dans les démos qu'ils font qui sont plus sympas que ce qu'on peut voir aujourd'hui sur la coédition en fichier Office. Ils nous ont aussi montré des scénarios d'utilisation avec de la traduction temps réel. Et ce qu'ils nous ont annoncé la semaine dernière, c'était que ça passait en open source. Et puis que désormais, vous voyez, je vous ai mis le lien en bas, vous avez une preview. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir jouer sommairement avec les composants. Mais si vous cherchez un peu, vous cherchez Fluid Framework Microsoft et vous allez voir des jolies démos. Là, ce que je vous montre sur la capture d'écran, c'est par exemple, vous voyez, je modifie des choses à plusieurs. Vous voyez qu'il y a plusieurs utilisateurs côté Word et ça reporte les modifications côté Teams, par exemple. Et donc, vous pouvez comme ça avoir des bouts de documents qui se baladent à droite à gauche. Donc, des choses qui vont pouvoir vraiment créer de nouveaux usages. Vraiment des choses assez novateurs parce que ça existe nulle part ailleurs, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est en cours de déploiement, la possibilité de pouvoir formater, de faire de la mise en forme conditionnelle dans les listes et dans les bibliothèques de documents. C'est-à-dire qu'en fonction de la valeur de telle métadonnée, alors j'affiche la ligne ou la cellule de telle couleur, ou avec telle icône, ou avec un petit bout de code HTML en plus. Bon, ça, on pouvait le faire déjà depuis un moment, mais en faisant du JSON. Donc, il fallait
fallait pas avoir les doigts trop fins pour faire ce genre de choses, en gros. C'était un peu technique. Après, il n'y a rien de compliqué à faire du JSON, mais c'était plutôt à destination des techniciens, des développeurs. Et là, eh bien, désormais, vous pourrez le faire directement depuis l'interface graphique. Donc, suivant le tenant que vous aurez peut-être déjà la fonctionnalité. Et l'idée, vous irez sur Column Settings, Format this column, et puis vous allez pouvoir, plutôt que de devoir rentrer une structure JSON, vous allez pouvoir le faire vraiment via l'interface graphique, directement, paramétrer tout ça. Donc quelque chose que vous pourrez mettre entre les mains vraiment des utilisateurs finaux. Autre grosse annonce est là qui a été faite ce mois-ci, là, en mois de mai, lors de la build. C'est un nouveau composant qui s'appelle Microsoft List. Pour les gens qui connaissent SharePoint, vous allez me dire, ça va vous rappeler beaucoup les listes SharePoint. Oui, c'est des listes SharePoint, mais c'est des listes SharePoint mis à la sauce Office 365. C'est quoi le point? C'est qu'à vrai dire, vous avez des listes, ça devient une app Office 365 à part entière, d'accord? Vous voyez là, vous avez un GIF là, qui défile un peu avec des cas d'usage. Vous avez une page dédiée sur laquelle vous allez pouvoir dire « je crée une nouvelle liste ». Vous allez pouvoir marquer des listes comme étant vos favoris. Quand vous créerez une nouvelle liste, vous allez pouvoir utiliser des templates qui existent déjà ou créer vos propres templates. Ces listes, vous allez pouvoir les partager soit à la liste complète, soit à l'item près. Ça vous rappelle beaucoup des choses qu'on fait déjà dans SharePoint, mais vous l'aurez par contre avec la même granularité que ce qu'on peut faire sur des documents aujourd'hui. Et puis, les utilisateurs pourront mettre des commentaires sur les items de liste. Ça n'existait pas côté SharePoint. Et puis, un certain nombre d'autres choses. Il y aura une app mobile aussi, et des mécanismes d'alerte aussi qui ont été revisités un peu plus sexy et user-friendly que ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur les listes SharePoint tout court. Donc, c'est de la liste SharePoint techniquement, qu'est-ce qui traîne en dessous, etc. On ne l'a pas dans le détail. Mais vous voyez, ça donne quand même une vision beaucoup plus sympa que ce qu'on pourrait faire avec de la simple liste SharePoint. Il y a des choses vraiment... ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas sorti de nouveauté dessus. Là, on a une belle nouveauté et c'est prévu pour le mois de juin. Autre nouveauté sur la partie partage. Alors, pas le partage, mais sur la partie collaboration. Et là, on va dire, il y a des trucs qui sont... C'est passé assez inaperçu, ils n'ont pas fait beaucoup de buzz dessus. Mais là, à vrai dire, c'est plutôt côté Edge. Mais quand on fait de la partie documentaire, ça nous intéresse. Côté avec le nouvel Edge Chromium, hein, pas le Edge qu'ils avaient sorti il y a quelques années, là, celui qui vient de ressortir, qui utilise Chromium, le moteur de rendu Google, eh bien, vous allez pouvoir désormais annoter, remplir et signer les PDF. Vous pourrez mettre votre signature avec le stylet. Donc ça, c'est déjà plutôt cool. Ce qu'ils ont annoncé, alors on n'a pas les dates, mais qui devrait arriver, c'est que désormais Edge sera capable de lire les PDF, alors ça il le faisait déjà, mais de lire les PDF qui ont été chiffrés avec tout ce qui est technologie RMS, tout ce qui est étiquette de confidentialité dans Office 365. Aujourd'hui, si vous voulez le lire, il faut utiliser, c'est même pas le Adobe PDF Reader qui peut le faire, vous êtes obligé d'utiliser le reader de Azure Information Protection pour le faire. Donc déjà, gain, un outil en moins à déployer sur les postes. Et alors, ils en ont parlé dans un coin de table, mais on peut retrouver les vidéos. Ils parlent aussi de la capacité à surligner et signer électroniquement. Vous voyez la petite capture en bas à droite, c'est vraiment la signature avec des certificats. Les documents. Et là, je suis impatient de voir exactement ce qu'ils ont dans leur besace, parce que ça nous permettrait de faire de la signature entre entreprises, pour vraiment utiliser notre identité Office 365 pour signer et tamponner des documents et avoir un certain niveau de preuve. Donc ça, on l'attend avec impatience aussi. On n'a pas de date. A été annoncé et déjà déployé, c'est le fait que vous ayez désormais une app qui s'appelle Office sur vos mobiles, que ce soit iOS ou Android. Et dans cette app Office, vous allez retrouver, ça refusionne toutes les apps Word, Excel, PowerPoint, Notes et OneDrive de mémoire. Ça fonctionne déjà. Vous avez la possibilité sur votre téléphone de pouvoir faire des gribouillis, de faire des annotations sur... alors, il parle de signer plutôt, parce que l'annotation, un peu petit un téléphone pour le faire, mais vous allez pouvoir vraiment gribouiller sur les fichiers directement depuis l'app Office. Et ce qui a été annoncé, et là on n'a pas les dates, c'est que ce sera la possibilité de pouvoir faire des quiz avec Forms.
dessus. Et la possibilité aussi, et ça encore une fois, on ne l'a pas encore et on n'a pas la date, de pouvoir filmer et de streamer directement en live des vidéos sur stream en les capturant depuis votre téléphone mobile. Ce que vous faites aujourd'hui avec d'autres services concurrents mais publics, là vous pourrez le faire aussi en entreprise. On sait, là par contre on n'a pas de date. Donc ça c'était sur la partie vraiment contenu. Là, si on regarde vraiment sur la partie documentaire, alors c'est pas le bon titre, sur la partie reprise de contenu et migration. D'accord ? Quand on parle du content management, on a des questions sur comment je fais pour récupérer mes documents qui sont peut-être on-premise ou qui sont sur les disques partagés. Alors, quelques nouveautés. Il y a déjà 2 ans, Microsoft avait annoncé un outil qui s'appelle le SharePoint Migration Tool, qui permet d'aller faire de la reprise de contenu depuis des SharePoint on-premise ou depuis des disques partagés pour l'envoyer vers Office 365, vers SharePoint Online ou Teams ou OneDrive. Eh bien, Microsoft a annoncé, a déjà lancé le fait que désormais ça supporte aussi jusqu'à SharePoint 2010. Auparavant, ça ne supportait que jusqu'à SharePoint 2013. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme nouveauté ? SharePoint Migration Manager, ça c'est un nouvel outil qui a été annoncé en novembre et qui est en cours de déploiement. Et on va dire, vous devriez la voir parce que moi je l'ai déjà sur mon tenant depuis un moment. Ça vous permet, à vrai dire, de faire un peu la même chose que le précédent. Mais le précédent, vous l'installiez sur un poste, et puis c'était la petite machine, une seule machine, qui était en train d'uploader tous les documents. Là, vous allez pouvoir l'installer sur plusieurs postes à la fois. Et donc, la possibilité d'avoir du load balancing, et donc d'avoir des temps de remontée des documents, des temps de migration de documents vers le cloud, beaucoup plus rapides. Pour l'instant, ça ne permet de migrer que les disques partagés. Prochainement, du moins, quand ils parlent de leur roadmap, les développeurs, leur but, à vrai dire, ce sera de fusionner le SharePoint Migration Tool avec le SharePoint Migration Manager, c'est-à-dire que le SharePoint Migration Manager soit aussi capable de reprendre tout ce qui est contenu en provenance de toutes les versions de SharePoint on-premise. Et vous allez me dire, il reste la question des reprises de contenu quand ça vient du cloud. Eh bien, en octobre, fin octobre, Microsoft a racheté un produit qui s'appelle Mover.io, qui est un produit d'origine canadienne, qui permettait de faire des migrations de services cloud vers Office 365. Là, vous voyez à gauche toutes les sources que c'est capable de prendre, Box, Dropbox, G Suite, ou aussi d'autres SharePoint ou d'autres OneDrive, si vous voulez faire de la migration de tenant à tenant, d'accord ? Et c'est gratuit. Alors au début, il l'avait annoncé comme étant gratuit seulement pour les États-Unis et le Canada. Et depuis le mois de février, c'est gratuit pour absolument toute la planète. Donc c'est gratuit. Vous verrez qu'il y a un lien dans l'admin Office 365, mais vous pouvez sinon aller sur le site mover.io. Et si vous avez votre compte Office 365, c'est gratuit. Vous pouvez l'utiliser pour faire les migrations à destination de votre tenant. Donc plus d'excuses pour ne pas migrer les documents. Sur la partie intranet, je vais vite, hein, je sais, mais c'est parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Vous aurez les slides à la fin, ne vous inquiétez pas. Sur la partie vraiment purement gestion des intranets, qu'est-ce qu'on a de beau, qu'est-ce qu'on a de neuf? Première chose, eh bien, on a la possibilité désormais de faire des home sites. C'est quoi les home sites? On avait, comment ils nous avaient annoncé il y a quelque temps, je ne sais plus exactement, les hub sites. Okay, ce qui nous permettait de faire des espèces de grappes, parce qu'aujourd'hui, Microsoft, en gros, dans l'architecture, voudrait qu'on fasse moins de sous-sites et qu'on fasse plein de collections de sites. C'est aussi pour ça qu'ils multiplient le nombre de collections de sites limite. Et il y en a des moments où on a besoin d'agréger plusieurs sites. Ils nous avaient sorti un truc qui s'appelait les hub sites. Mais les hub sites, bon, ça permettait de faire des paquets, par exemple, pour représenter une application ou pour représenter un portail métier particulier. Mais je n'avais pas moyen de faire mon intranet, c'est-à-dire mon point d'entrée central, la page SharePoint qui sert de point d'entrée pour tout le monde. Eh bien, c'est désormais possible. C'est un truc qui s'appelle les home sites. Ça consiste sur un site de communication moderne, d'accord, à activer le fait que c'est un home site. Alors, je vous ai mis la petite commande PowerShell qui va bien en bas. Et dès lors que votre site est considéré comme un home site, quand vous cherchez dans la barre de recherche SharePoint en haut, ça recherchera dans tout SharePoint, premier point.
Deuxième point, dans l'appli mobile, SharePoint, vous aurez un petit logo avec une petite maison et quand vous cliquez dessus, ça vous ramènera systématiquement sur cette page-là. Ce qui est conseillé de faire aussi, c'est que vous avez normalement le nom de votre entreprise, le nom de votre tenant qui est affiché en haut à gauche. Ça, vous pouvez mettre un lien hypertexte dessus dans l'admin Office 365. Vous mettrez un lien vers aussi le home site. Ce n'est pas automatique, il faut encore le faire manuellement, mais ça prend 5 minutes. Hein. Et puis, au niveau des annonces, les annonces qui ont été publiées, les news qui sont publiées depuis le home site, vous verrez qu'elles ont un aspect distinct, une mise en forme distincte au niveau de quand elles sont mélangées avec d'autres annonces qui feraient partie, par exemple, du même hub, ou si vous agrégez toutes les annonces qui viennent de votre tenant. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Aussi de belles nouveautés sur tout ce qui est multilinguisme. On a longtemps pu faire du multilinguisme sur les SharePoint classiques. C'était comment on appelait cette chose, cet outil de torture, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est un outil de torture. Bref, j'ai oublié. Mais on pouvait le faire sur les SharePoint classiques. Et par contre, on ne pouvait pas faire de multilingue sur les SharePoint modernes. Et c'était un vrai problème. Désormais, c'est chose possible et ça y est, c'est déployé. Ça a été annoncé en novembre et ça a déjà été déployé. Sur vos sites de communication, si vous allez dans Site Settings, Language Settings, alors à vrai dire, c'est lancé, c'est en cours de déploiement. Vous ne l'avez pas chez tout le monde. Mais si c'est déployé chez vous, vous verrez que si vous allez là-dedans, vous avez un petit menu, vous pouvez enable ça, et ça fera que vous pouvez sélectionner quelles sont les langues disponibles dans ce cas-là, qui seront des langues que l'utilisateur pourra sélectionner en haut à droite. Et quand vous créerez une page, à vrai dire, il y aura un petit sous-dossier dans la bibliothèque Site Pages, un dossier par langue, et ça créera automatiquement les mêmes pages dans tous ces différents dossiers. Il n'y a pas de traduction automatique pour l'instant. Ça viendra peut-être un jour, hein, mais pour l'instant, ça ne fait pas la traduction automatique, donc il faut encore faire la traduction à la main. Mais ça nous permet déjà de gérer des portails métiers ou des intranets, des sites de communication en multilingue. Pour gérer ça et pour nous faciliter la vie, ils ont aussi annoncé la possibilité de pouvoir suivre les modifications des pages avec les différentes versions. C'est-à-dire que vous pouvez comparer la version 1.1 avec la version 0.9 sur des pages. C'était pas chose possible, c'est désormais possible et ça ressemble à peu près à ce que vous voyez sur la capture d'écran. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La recherche. Ah, la recherche moderne. On y a perdu, pour les gens qui font du SharePoint depuis un moment, on a bien connu la partie recherche classique qu'on pouvait customiser dans tous les sens. Et quand on est passé à la recherche moderne, eh bien, on s'est retrouvé le bec dans l'eau parce qu'on ne pouvait plus créer nos propres filtres, ne plus pouvoir créer nos propres refiners, toutes ces choses-là, ou nos propres facettes, bloquées. Eh bien, ça évolue. Alléluia. On va pouvoir faire des facettes et des affineurs. Ça devrait arriver juin 2020. Et à vrai dire, la page de résultats de recherche sera une page SharePoint dans laquelle on va pouvoir insérer des webparts et des choses comme ça. Donc, on va pouvoir commencer à vraiment jouer, customiser la tête des résultats, etc. Donc, ça, c'est des très bonnes nouvelles. L'autre bonne nouvelle, c'est que, en gros, ils vont coupler le moteur de recherche de SharePoint avec de la recherche sémantique. Donc pour les gens qui connaissent bien le milieu Microsoft, ça veut dire que quand vous ferez une requête sur le moteur de recherche, derrière, ça va utiliser LUIS pour vous ramener plus de mots. Ça reprend un peu les travaux qui avaient été faits par des MVP comme Franck Cornu, qui avait publié ça en open source. Ils sont en train de le réintégrer dans le produit. Preuve de la qualité du travail qui avait été fourni. Et donc ça, on a ça. Ils nous annoncent aussi la capacité d'avoir des connecteurs pour plugger la recherche Office 365 sur d'autres sources de données. Et dans les démos qu'ils faisaient, je crois de mémoire que je n'étais pas sur du Jira ou un truc comme ça qui nous faisait les démos où on avait des résultats qui venaient d'outils qui n'étaient pas des outils Office 365. Donc voilà sur la recherche. Et sur la présentation graphique, là aussi, toujours sur la partie intranet, jusqu'à présent, votre page d'accueil Office 365, vous ne pouviez pas la personnaliser, elle avait un fond gris monocorde absolument déprimant. Eh bien, désormais, vous allez pouvoir mettre une incrustation d'images et changer la palette de couleurs.
Donc la page vraiment office.com, vous allez pouvoir à minima jouer sur la palette de couleurs et intégrer du fond. Et ces palettes de couleurs se retrouveront notamment sur l'appli mobile SharePoint. Donc l'appli mobile, qui est normalement votre portail d'entreprise, là aussi c'était en mode Ford, vous aviez le choix entre du bleu ou du bleu. Et bien désormais, vous pourrez choisir votre palette de couleurs et intégrer votre logo, ce qui donnera un peu plus un aspect ambiance, intégration dans le corporate. Pour terminer sur la partie intranet, juste à avoir en tête, ils ont mis à jour la page, ce qui s'appelle le lookbook.microsoft.com. Si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille vivement si vous vous intéressez au design Microsoft. C'est des sites, c'est un site web Microsoft sur lequel vous allez voir, ils ont mis plein de designs de sites faits en SharePoint, mais faits en SharePoint sans la moindre ligne de développement. C'est vraiment en jouant simplement sur les jeux de web parts, sur les jeux de thèmes, etc. Et il y a des trucs assez sympas dedans, et s'il y en a un qui vous plaît, eh bien simplement vous cliquez dessus, vous mettez, alors il faut donner quelques autorisations à Microsoft sur votre tenant, mais si vous l'autorisez, il va créer directement la collection, directement dans votre tenant, avec en répliquant exactement tous les paramétrages nécessaires pour avoir exactement le même look and feel que ce que vous voyez dans le site web Microsoft. Je vais y passer rapide, mais bon, si je ne parle pas de Teams, personne ne m'écoute. Il y a les channels privés. Ça, à vrai dire, ça a été annoncé en novembre et ça a déjà été déployé. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Donc, je ne m'embête pas beaucoup plus avec. Juste retenez que c'est maximum 30 canaux privés par équipe et pas plus. Par contre, nouveauté qui a été annoncée ce mois-ci, c'est les modèles Teams. On pouvait déjà, à vrai dire, prendre, quand on crée un Teams, le créer à partir d'un autre Teams. Ça, d'accord. Mais c'était la seule chose qu'on pouvait faire et ce n'était pas très sexy en termes d'interface. Là, ils ont revu l'interface. Vous allez pouvoir, et ça c'est vous en tant qu'admin de tenant, qui allez pouvoir paramétrer les modèles qui sont disponibles. D'accord ? Ce n'est pas juste le métier qui fait sa tambouille dans son coin. C'est vous, admin Teams, qui allez pouvoir créer ces modèles, les déployer. Vous allez pouvoir, alors de ce qu'on a l'air de voir, les gérer via des policies pour dire quel métier a le droit de voir quel modèle team. Et puis, vous pourrez aussi insérer, vous le voyez là dans ce qui défile, à la création du modèle, une page d'aide, qui s'affichera là, suite à la création, pour expliquer justement les règles du jeu à l'administrateur une fois qu'il vient de créer ça. Donc ça, là aussi, ça vient d'être annoncé. À regarder, vous avez une petite... Cherchez Teams Template, ce sont les mots-clés, pour retrouver des informations là-dessus. Autre chose, le multi-fenêtrage. Alors, vous voyez, là, j'ai un petit problème de GIF qui bug. Teams est très monolithique et c'est extrêmement pénible aujourd'hui dans la vraie vie. Et donc, pour s'en sortir, on joue entre les OneDrive et les Word et les choses comme ça. Là, ce qui doit arriver en juin, c'est la capacité à faire du multi-fenêtrage, c'est-à-dire à sortir de la fenêtre Teams la partie, le volet discussion. D'accord, et le volet visioconf. On pourra comme ça sortir de la page et donc l'avoir en plusieurs fenêtres. Ce qui va nous faciliter quand même l'existence. Autre point intéressant, pour l'intégration Outlook, c'est-à-dire la capacité à prendre un mail et lui dire « tiens, je l'envoie vers Teams ». Aujourd'hui, on pouvait le faire en bidouillant un peu dans Teams, en récupérant des URL et en transmettant. Là, vous pourrez le faire, vous aurez un bouton directement dans Outlook, envoyé vers Teams. Autre point important aussi qui a été annoncé, vous allez avoir une nouvelle app qui va apparaître et qui est prévue pour le mois de juin. Il va y avoir des choses en juin. Il y aura certainement du retard, à mon avis, mais bon. Parce qu'il y a eu les histoires de Covid, ils ont pris du retard. Mais dans Teams, on va avoir une app qui va s'appeler Task, tâche en français. Et cette application, les applications, c'est ce qui apparaît vraiment dans la colonne la plus à gauche, la colonne violette. Cette application permettra d'avoir sur un seul écran toutes les tâches, que ce soit les tâches planner, les tâches to-do ou les tâches qui viennent de Exchange. D'accord ? Et d'avoir tout ça dans un seul écran. Je peux avoir plusieurs outils pour gérer mes tâches, parce que suivant là où je suis, suivant comment je travaille, ce n'est pas les mêmes outils qui répondent le mieux à mes besoins. Mais en tout cas, j'ai un seul écran pour compiler toutes les tâches d'où qu'elles viennent.
on a aussi, et ça va être à suivre pour nous francophones, mais on va pas pouvoir encore en profiter, c'est juste lancer aux USA pour l'instant, la possibilité d'avoir des sous-titres en live. C'est-à-dire les gens parlent pendant les conférences Teams, comme là je suis en train de parler. Alors pour l'instant ça marchera pour les gens qui parlent anglais, allemand ou chinois simplifié. Ça ne marchera pas encore pour les Français. Mais demain ça finira par arriver chez nous aussi. Donc l'idée c'est de pouvoir, je parle et en même temps les sous-titres s'affichent en bas. Quel est l'intérêt? L'intérêt c'est pour les personnes malentendantes, par exemple, qui pourront du coup suivre en lisant. Ou dans un côté très pratique, j'ai pas envie de déranger les gens autour de moi, je vais simplement lire et suivre les choses sur les sous-titres. Derrière, si on se projette un peu, on peut imaginer que Microsoft nous proposera un service de traduction à la volée directement dans Teams. Mais ça, par contre, ça c'est moi qui me projette dans l'avenir. Ça n'a pas été annoncé, ça. Il viendra. Yammer. Yammer a une nouvelle interface. Yammer qu'on n'avait pas vu bouger depuis maintenant quelques années, je dirais. Eh bien, Yammer se voit gratifié d'une nouvelle interface, donc c'est bien. Ça veut dire que Yammer n'est pas mort. C'est ça, je veux dire, c'est ça la première nouvelle. Yammer n'est pas mort, et puis donc il va être plus sympa, plus sexy. Mais c'est pas que ça. Je vous passe la vidéo, pas super intéressant. Derrière, les nouveautés derrière pour Yammer aussi, outre le fait que ça va être plus joli, plus sexy, et que ça lui donne un joli coup de peinture, c'est que jusqu'à présent, quand vous êtes côté administration, dans Yammer, eh bien, Yammer en gros avait sa gestion d'utilisateur dans son coin, complètement indépendante du reste d'Office 365. Juste, il y avait un mapping qui était fait avec les utilisateurs. C'était pas très propre. Là, on va pouvoir vraiment le faire avec Azure Active Directory pour gérer tout, pour gérer les permissions, pour mapper les permissions des groupes, enfin des communautés Yammer, etc. C'est assez technique si vous voulez le faire, mais vous pouvez déjà le faire si vos tenants sont paramétrés en preview. Normalement, c'est déjà accessible. Il y a du ménage à faire au niveau de Yammer et au niveau des comptes utilisateurs avant de pouvoir plugger ça. Il y a une grosse bascule à faire, mais ça a vraiment un gros avantage côté Yammer. Parce que du coup, OK, les permissions seront désormais de Yammer seront vraiment pilotées par l'Active Directory d'Office 365. Et puis, annoncé en novembre et déjà lancé, c'est les fonctionnalités de e-discovery. Il y a la possibilité de rechercher en transverse des messages en cas de litige. Ça, aujourd'hui, le e-discovery, ça marchait sur tout ce qui était SharePoint, ça marchait sur tout ce qui était OneDrive, sur tout ce qui était Teams depuis peu de temps. Et là, désormais, ça marche aussi sur tout ce qui est contenu Yammer, dans les messages Yammer. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant sur tout ce que j'ai présenté? Après, je vais me lancer dans le grand bain. Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Ça, OK, il n'y a pas de questions. Trop tôt. OK. On a du monde ou pas, Gilles? Je parle tout seul. Alors déjà, il y a moi, donc c'est super important. OK. Après, non, on n'a pas forcément beaucoup de monde, mais la session est enregistrée. Donc, voilà. Après, il y aura du replay. Du coup, pour la postérité, on va parler du projet Cortex. Du coup, garde ton micro ouvert. Gilles, si tu as des questions, t'hésites pas à m'interrompre. Il me reste combien de temps? Il me reste une vingtaine de minutes pour parler Cortex. Là, je vous ai fait déjà toutes les nouveautés avant et on va vraiment parler du gros morceau Cortex. Le gros morceau Cortex, ça va dire, quand ce Microsoft vous présente... Oui. Il reste moins que ça. Hein. Il reste moins que ça, parce que normalement, dans 10 minutes max, il faudrait que tu aies terminé. Je coupe. Alors, je vais aller très vite. Mais je vais aller très vite depuis le début. C'est une session, voilà, c'est très dense, vraiment c'est du binge thinking de nouveautés Office 365. Quand Microsoft vous présente Cortex, il vous présente ça comme un seul projet. Moi, quand j'ai envie de vous le présenter en bon français qui aime bien refaire et à franchouiller, je vais vous le découper à vrai dire en deux morceaux. Il y a un premier morceau qui est la partie dématérialisation. Qu'est-ce qu'on appelle la démat? C'est la capacité à prendre des documents qui sont structurés, ou semi-structurés plutôt,
ça peut être du papier ou ça peut être des fichiers Word, etc., et à en extraire de l'information. Ok. Depuis des années, je veux dire, on fait ça sur les chèques, les ordres de virement, etc. Et là, Microsoft met un certain coup de booster, parce que jusqu'à présent, il y avait déjà, ça apparaissait, ça traînait déjà depuis 2 ans, on avait un petit moteur d'OCR, Optical Character Recognition, qui nous permettait d'aller extraire automatiquement, on va dire dès que vous mettiez une image ou du PDF dans du SharePoint, vous aviez des colonnes cachées qui contenaient bien justement l'OCR de s'il y avait du texte dans l'image, ça faisait de la reconnaissance de caractère sur ce texte-là. D'accord ? Donc ça, première chose, ils ont annoncé qu'ils allaient l'améliorer. Et puis, si vous faites de l'AI Builder, vous allez avoir vraiment ces actions-là que vous allez pouvoir activer depuis AI Builder. Première chose. Deuxième chose, vous avez un nouveau produit, là, vraiment nouveau truc, toujours dans AI Builder, une grosse nouvelle fonctionnalité qui va permettre à des personnes, mais type vraiment des gens au niveau métier, d'aller utiliser AI Builder sur leur bibliothèque de documents et d'aller donner à AI Builder 5 formulaires. Par exemple, j'ai des factures que je reçois au format PDF. D'accord ? Et ces factures, chaque fois que je les reçois, elles ont à peu près la même tête. Donc je vais en mettre, il faut lui en donner au minimum 5. D'accord ? Vous les mettez dans la bibliothèque de documents et tout seul comme un grand, à vrai dire, Microsoft, AI Builder, c'est de l'IA derrière, va détecter les champs qu'il retrouve dans tous les formulaires et qui se ressemblent. Il va les détecter, il va vous créer automatiquement des colonnes qui vont bien et il va faire une règle de mapping pour extraire ce qu'il voit à cet endroit-là du document pour le mapper et l'extraire et le fournir dans la colonne SharePoint. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis utilisateur, je vais pouvoir, derrière, une fois que j'ai fait cette étape-là, pour en gros apprendre au système à traiter mes factures ou mes documents, n'importe quel formulaire, quoi. Et ça va directement extraire les données à l'intérieur du formulaire. Okay, donc j'ai plus rien à faire, je glisse, dépose les documents, ça va remplir les métadonnées SharePoint, et du coup, pour récupérer les données et les métadonnées, alors soit je vais derrière trigger des workflows avec Flow, soit je vais, parce que vous voyez que derrière, hein, c'est du Power Automate qui tourne, ça crée du Power Automate, et donc vous pourriez rajouter des étapes, ou sinon, de manière plus basique, je vais simplement faire un export Excel des données, pour quand j'en ai besoin. Ok. Ça, je passe parce que je manque de temps. Et puis, toujours dans l'extraction d'informations dans les données, ils ont annoncé un truc qui est assez balèze, qui s'appelle le Machine Teaching, document non structuré, qui va permettre de faire, là, ce que je viens de vous montrer, là, sur le form processing, c'est sur des formulaires, d'accord? Donc, sur de l'information bien structurée à l'intérieur des documents, quand même. Okay, donc, il va pouvoir y retrouver ses petits, il sait que c'est à tel endroit, tel pixel, entre tel pixel et tel pixel, qui trouve l'info. Là, l'idée, c'est de faire du machine teaching sur des documents qui sont vraiment pas structurés. Par exemple, des contrats. Okay, et d'apprendre au système à extraire des informations à l'intérieur de ce type de document. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va, première chose, avoir un nouveau modèle de collection de sites SharePoint. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. C'est un nouveau modèle de site qui s'appellera le Content Center. Et dans ce Content Center, vous allez pouvoir déposer des documents. Alors là, il va falloir, c'est pas 5 documents, hein, c'est plus que ça. Et puis, on va vraiment expliquer, vous allez pouvoir expliquer à la machine, comme vous expliqueriez à un débutant. C'est-à-dire, là, on peut dire que c'est telle information, parce qu'à tel endroit dans le document, regarde, il y a ça d'écrit. Vraiment ça, comme vous expliqueriez à un stagiaire qui vient de débarquer, grosso modo. Donc à chaque fois, il faut expliquer un peu, donc c'est un peu fastidieux au démarrage, mais l'idée, c'est que la machine, encore une fois, c'est de l'IA, hein, c'est la grosse Cortex, c'est de l'IA surtout, hein, qui est derrière. Eh bien, on va pouvoir, comme ça, on va apprendre au système à aller tout seul extraire les informations à l'intérieur des fichiers, même sur des fichiers qui ne sont pas du tout structurés. Okay. Je prends le cas des contrats parce que c'est un cas assez typique d'infos pas structurées. On n'a pas encore le détail des niveaux licensing nécessaires. Donc voilà pour la partie dématérialisation. Et là, il doit me rester 5 minutes. Et je vais vous parler maintenant de la partie knowledge management. Cortex, c'est l'autre point, et c'est celui-ci dont vous entendez beaucoup parler, quand vous regardez les vidéos sur Cortex.
Ils vous disent « Yeah, you manage your knowledge and so on ». C'est très bourrin et en même temps, vous allez voir que ça s'explique bien. Je vais essayer de vous donner des explications qui ne sont pas les explications marketing. Donc, le projet Cortex, ça veut dire le but, c'est de construire de la base de connaissances. Si je veux rentrer dans un cas pratico-pratique, aujourd'hui, vous travaillez dans des entreprises, vous vous êtes certainement rendu compte qu'à un moment donné, il y a quelqu'un à un moment donné qui dit « il faudrait faire une base de connaissances, il faudrait faire un Wikipédia de l'entreprise ». Le problème de Wikipédia, c'est que si vous allez sur Internet, pour 100 utilisateurs Wikipédia, il y en a 90 qui ne feront jamais plus que lire un article, 9 qui éditeront des articles ou en créeront, et il y en a un sur les 100 qui va refaire le travail des 9 premiers pour s'assurer que c'est bien au cordon. Et en entreprise, c'est le même problème. Il ne faut pas s'imaginer que je mets en place du wiki dans une entreprise et c'est magique, les bases de données de connaissances vont se maintenir à jour toutes seules. Et du coup, ce qui se passe, moi, pour l'avoir vraiment travaillé, les bases de connaissances, du coup, elles ne sont pas faites, ou elles sont faites, puis elles sont abandonnées, ou elles ne sont pas à jour, ce qui est pire que tout. Parce que si je fais une base de connaissances et qu'elle n'est pas à jour, ça ne sert à rien. Or, quelles que soient les entreprises, dès que vous avez passé une certaine taille, il y a toujours un vocabulaire particulier en entreprise. Il y a le vocabulaire du métier, mais il y a le vocabulaire vraiment de l'identité de l'entreprise. Chaque entreprise, entre deux entreprises du même secteur, elles n'ont pas tout à fait le même vocabulaire. Et donc ce vocabulaire, il serait intéressant qu'il soit défini quelque part, qu'il y ait justement une base de connaissances. Eh bien, là, l'idée, c'est que Cortex va être capable d'aller identifier ces mots-clés, qui sont votre vocabulaire à vous, et d'aller cruncher, tout seul comme un grand, une définition qui va bien, alors qu'il va construire à partir des contenus qu'il aura rencontrés dans l'entreprise. D'accord ? Et l'impact que ça a derrière, c'est que tous ces mots-clés, derrière, quand je suis, par exemple, là, vous le voyez dans une page SharePoint, et on le verra tout à l'heure, ça marchera pareil dans d'autres contextes, type Outlook ou Word, les mots qui sont comme ça des mots d'entreprise seront surlignés, et quand je survolerai avec la souris, j'aurai ce genre de fenêtre qui va apparaître, qui va me donner la définition du mot, d'accord, ainsi que toutes les ressources qui s'y rapportent. Génial. Et si je clique dessus, ça m'affichera une page comme celle-ci, avec différentes sections, vraiment la partie définition, tous les gens qui s'intéressent à ce mot-là, tous les documents qui se rapportent à ce mot-là, tous les sites qui se rapportent à ce mot-là. Vous voyez qu'il y a une cartographie de Related Topics aussi, et puis toutes les questions-réponses autour de ce mot-là. Et puis il y a une partie aussi, il prévoit aussi de comme ça indexer tous les noms de projets. Okay. Ce que je vais vous montrer, c'est la partie réseau, c'est-à-dire qu'il va aussi vous montrer un réseau comme ça de comment s'articulent les mots entre eux. C'est-à-dire que si je vous parle de, par exemple, d'intelligence artificielle, peut-être que le terme réseau de neurones est lié à tout ça. D'accord ? Donc, il va vous montrer le graphe sur lequel lui se repose pour articuler tous les mots. Et ce graphe-là, il va reposer sur tout ce qu'il aura trouvé dans les sites SharePoint, dans tout ce qu'il aura trouvé dans les fichiers, dans tout ce qu'il aura trouvé dans les liens entre personnes. Il va analyser, à vrai dire, toutes les données qui traînent au sein d'Office 365 pour comme ça définir les liens entre les différents termes. Et là, je vous parle de termes, et donc vous aurez certainement compris que derrière, ça va utiliser le mécanisme de term store. Et quand je vous parlais que les term store vont passer à 1 million, c'est à cause de ça. Pourquoi ? Parce que tous ces termes-là, ça sera stocké dans les term store. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que du coup, au passage, le term store a pris un coup de peinture et il est tout neuf, il est tout beau, il est tout propre. Si vous êtes déjà en preview, vous verrez que c'est déjà le cas. Vous avez une interface toute neuve pour ça. Donc, alléluia, le term store a de l'avenir. Au passage, ils en ont profité pour mettre un coup de peinture sur le hub de syndication. Le hub de syndication, c'est ce qui nous sert à diffuser des types de contenus sur l'ensemble des collections de sites. Et puis, ça va nous permettre aussi d'avoir des statistiques sur l'utilisation à la fois des types de contenus et sur l'utilisation des termes. D'accord ? Donc, pour vous montrer un peu le dessous des choses. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme impact sympa? Eh bien, dans Teams, on aura un bot aussi qui nous ont annoncé, qui permettront d'interagir directement avec Cortex. Donc, dans le bot, je pourrais lui demander, par exemple, comme ceci, là, vous le voyez, rajouter des termes.
Vous aurez la possibilité, dans les mails qui viennent d'Outlook, les mots seront soulignés, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur les pages SharePoint. Dans Word, vous pourrez souligner des mots, surligner des mots, et puis vous faites un clic droit, le menu s'appellera Smart Search, et ça va interroger Cortex. D'accord? Et ça vous sortira comme ça toutes vos pages Cortex. Alors, les pages Cortex, à vrai dire, ça va être quoi? Ça va être des pages SharePoint. Il va y avoir une grosse collection de sites SharePoint qui s'appellera un Knowledge Center, qui va compiler tout ça, et donc dans laquelle, c'est de l'interface moderne, on va avoir des webparts particulières relatives à Cortex. Ok, donc les gens qui font du SharePoint retrouveront des choses qu'ils connaissent très bien. C'est juste que dans l'idée, ça pourra être alimenté, alors soit par de l'IA, mais on va aussi pouvoir l'alimenter manuellement. Vous avez la possibilité de manuellement alimenter la base de données. Ou aussi de faire quelque chose un peu composite avec un mécanisme de validation des termes et de validation des définitions et des mises à jour qui sont faites. C'est-à-dire que par exemple, je vais laisser travailler l'IA, et derrière, j'ai quand même une équipe qui corrigera un peu les pétouilles de l'IA et mettra à jour tout ça. Et validera la publication. Et parce qu'il me reste plus de temps, j'arrive sur ma dernière slide, je te rassure, Gilles. Qu'est-ce qu'il faut voir en termes de roadmap? Je l'avais écrit et ça a disparu, donc je suis coincé. Ce qui devrait arriver, à vrai dire, on n'a pas les dates exactes, mais la preview est pour cet été, de mémoire. Là, je ne l'ai plus, je l'avais mis dans les slides, et je ne sais pas pourquoi ça a disparu. La preview de ça est prévue pour cet été. Ça a déjà été mis en place sur près de plus de 70 entreprises, et la public preview devrait arriver. Et en termes de licensing, il faut viser du E5. Je vous le dis. Voilà, si vous voulez plus d'informations sur tout ça, je vous invite à aller sur mon blog. Vous verrez, il y a tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, il y a les articles plus détaillés. Et puis sinon, si vous voulez gagner plein de prix, des choses comme ça, n'hésitez pas à jouer au jeu concours. Et puis si vous voulez donner des feedbacks sur la session d'aujourd'hui, voici les QR codes. Gilles, est-ce que c'est bon de ton côté? Merci à toi, merci Sébastien, c'était vraiment super bien, c'était une super session. Et moi j'ai appris plein de choses, j'ai rattrapé plein de choses que je ne savais pas. Ça me prend beaucoup de temps de préparer ces trucs-là, je te le dis. C'est beaucoup de travail. À peu près 2 semaines. Et tes articles, en fait, je les lis, mais pas forcément tous parce qu'ils sont très longs et très bien, mais il faut le temps. donc là, un résumé comme tu viens de faire, c'était vraiment génial parce que moi j'avais zappé des choses et voilà, c'était très bien. Merci beaucoup.